Salut tout le monde! Bienvenue au 6e épisode du Bourrasque Podcast! Salut Antoine! Ça va bien, Marc? Oui, ça va bien. There you go. Hey, pour cet épisode-là, on a eu un invité de renom, nul autre que Catherine Fournier. Comment tu as trouvé ça, Marc? Ben, écoute, j'ai adoré rencontrer Catherine. C'est la première fois qu'on se rencontrait en personne. Un bon moment de partage où on a pu apprendre un peu plus à connaître notre mairesse. Moi, je suis résident de Longueuil, donc ça me touchait beaucoup de l'avoir à notre épisode, à notre podcast, donc très apprécié. Très apprécié. Écoute, on a parlé de comment amener de l'innovation dans un milieu public, comment se dépasser, comment faire de l'intrapreneuriat, la zone d'innovation aussi de Longueuil, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour Longueuil, puis c'est quoi les opportunités pour les entreprises. Ouais. On a parlé aussi de comment développer son leadership, comment amener un vent de changement puis innover tant dans l'organisation que dans la communication. Donc vraiment, super épisode. Fait qu'on vous invite à l'écouter. Un bon podcast. Bon podcast! Bien, bienvenue Catherine au Bourrasque Podcast. Merci à vous pour l'invitation, très contente. Super content d'entamer ce beau podcast avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les peu qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça faire une petite introduction, puis après ça, on va pouvoir rentrer en détail dans les différentes thématiques qu'on veut aborder. Le podcast, ça se veut vraiment pour aider puis inspirer les gens à innover, entreprendre aussi. Donc, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de recevoir Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, la 5e plus grande ville du Québec, rien de moins. Tu as marqué l'histoire en devenant à 29 ans la plus jeune mairesse de l'histoire de Longueuil et des grandes villes du Québec. Puis après, s'être déjà distinguée à 24 ans comme la plus jeune femme élue députée à l'Assemblée nationale du Québec. Tu es économiste de formation puis autrice de plusieurs ouvrages, dont un très récemment également. Oui. Tu as gravi les échelons de la politique avec audace, passant de députée provinciale à leader municipal. Puis tu es une visionnaire engagée, vraiment, on te suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, tous les deux. Un style de communication innovant, authentique, straight to the point, no bullshit. J'adore. Bien résumé. J'adore. Puis aussi, il y a tout le projet aussi d'espace aéro, la zone d'innovation en aérospatiale là, qui nous interpelle beaucoup, œuvrant dans le milieu entrepreneurial, innovation aussi. Qui, dans le fond, que vous l'idée avec la ville de Mirabel et de Montréal également. T'hésites jamais à bousculer les façons de faire en politique, que ce soit en prenant la collaboration au sein du conseil municipal ou en prenant la parole sur des enjeux de société pour mieux faire bouger les choses. Aujourd'hui, on va parler de la zone d'innovation, innovation politique, leadership au féminin également, et comment soutenir les entrepreneurs locaux à atteindre leurs rêves et comment déployer une stratégie, mobiliser les gens pour avoir une culture d'innovation forte en organisation. Excellent plan de match. Allons-y. J'aimerais ça commencer au début de ton parcours. En 2019, à seulement 26 ans, tu as pris la décision de quitter le parti politique pour siéger comme députée indépendante. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là audacieux puis de tracer ta propre voie? Oui, effectivement. Même j'avais encore 26 ans à l'époque. J'étais... en fait, je venais d'être élue pour un deuxième mandat. Mon premier mandat avait été très court. Là, moi, j'ai été élue dans une élection partielle. Puis, ce sont vraiment mes réflexions politiques qui m'ont menée là. D'abord, à savoir, est-ce que mon parti est toujours le meilleur véhicule pour les idées que je souhaite promouvoir? Je sentais que c'était un peu peut-être sclérosé à ce moment-là. Je sentais pas qu'on se remettait assez en question. Donc, j'avais envie probablement de brasser les choses, brasser la cage aussi, d'envoyer une espèce d'électrochoc. Puis, d'un autre côté, je ne me reconnaissais pas dans la façon de faire dans un parti politique. Puis là, je pointe pas du tout particulièrement mon parti politique, là, tous les partis politiques agissaient de la même façon, là, c'est-à-dire dans une opposition très, très forte entre le gouvernement et l'opposition, là. En fait, c'est plus dans le sens où c'était toujours l'un contre l'autre. La confrontation. La confrontation, ouais, c'est le bon mot que je cherchais. Puis moi, j'avais envie de dépasser ça pour être davantage dans la collaboration, dans la recherche de propositions. Mon expérience jusqu'à maintenant, à ce moment-là, en fait, à l'Assemblée nationale, c'était beaucoup de trouver des façons de dépeindre l'adversaire, de toujours tenter de faire mal paraître pour
se remonter soi-même. Puis j'étais assez mal à l'aise dans cette façon de faire de la politique-là. Puis surtout que je trouvais qu'on perdait vraiment notre temps. C'est beaucoup de temps à investir pour être toujours en opposition à l'autre. Tandis que si on utilisait un peu plus de ce temps-là, parce que c'est important de critiquer, puis pas tant critiquer, mais plus de poser des questions constructives. C'est j'en suis, l'opposition en politique, ça a un rôle important. Mais de consacrer plus de temps à développer des propositions, à tendre la main, ça, je sentais que parce on consacrait tellement de temps à l'autre dimension qu'il en restait plus pour réfléchir puis pour développer de nouvelles idées. Donc, c'est un peu aussi ce dont j'avais envie de faire la démonstration. Je comprends. Puis, tu es une femme de 33 ans actuellement, ouais. qui dirige une des plus grandes villes au Québec. Tu sais, c'est dans un milieu, on se cachera pas, encore très masculin aussi. Puis, moi, j'ai été très impressionné aussi en étudiant ton cas de voir que tu n'as pas eu peur très jeune de t'impliquer puis de faire ta place aussi à travers tout cet environnement-là aussi. Tu sais, j'aimerais ça t'entendre un peu sur la façon que tu as gagné en confiance aussi à travers tout ça. Puis je me reconnais beaucoup aussi dans ton parcours, mais plus niveau entrepreneurial, dans le sens que personne il y a beaucoup de liens entre l'entrepreneuriat et la politique. C'est pour ça que je trouvais intéressant votre invitation. C'est sûr que ça prend un tempérament assez fonceur. Clairement. Comme vous, tu sais, je veux dire, c'est une prise de risque aussi, là. Même sur le plan financier, j'en parlais récemment dans une entrevue avec Nouveau Info. Moi, je veux dire, j'ai pas eu de revenus pendant des mois, là, quand je me suis lancée en politique parce que j'ai décidé de me consacrer entièrement, comme quelqu'un qui décide 100%. de partir son entreprise. Tu sais, si tu veux consacrer les heures nécessaires pour réussir, ben, t'as pas le choix à un moment donné de t'y mettre à temps plein. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, oui, un tempérament un peu fonceur, un peu pas mal. Tu sais, j'étais prête donc à prendre des risques. Puis ensuite, écoute, tu bâtis une pièce à la fois, là, dans le sens que chaque chose que j'ai réussi, tu sais, que ce soit... Il y a les élections qui sont les gros moments, mais c'est plus un débat, une séance de porte-à-porte. C'est des petits moments qui font en sorte que tu dis « Hey, ça s'est bien passé », tu surmontes un peu les craintes que tu entretiens. Puis chaque fois que tu fais mieux que ce que tu anticipais, ben c'est un générateur de confiance assez formidable. Puis là, t'es prêt à prendre un autre défi, puis un autre défi. Donc, des petites bouchées par petites bouchées qui finissent par prendre beaucoup d'ampleur, puis qui font en sorte que tu te dises, ben écoute, finalement, j'ai ma place, puis je me sens assez solide, puis j'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que je sens que je suis capable. Ben oui, exact. Tu bâtis un genre de portfolio de preuves à toi-même, puis aux autres aussi. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à continuer puis à persévérer quand, au début, tu fais du porte-à-porte à pu finir? Tu sais, tu donnes du temps, là. C'est comme en entrepreneuriat, dans le fond. Tu fais des cold calls, tu essaies de tirer ton épingle du jeu. Tu essaies, puis à ce moment-là, personne te connaît. Mais tu sais, aujourd'hui, tout le monde est comme, ah, ben oui, tout le monde, tu dis, tout le monde te connaît. Mais au début, c'était vraiment loin d'être ça, là. Tu te pointes devant une porte, puis genre, la personne, t'es qui, là? C'est quand même... Il deal avec toutes sortes de personnes aussi, tu sais. Là, t'es rendu à la tête d'une ville aussi. C'est une expérience humaine, moi, je trouve assez formidable, mais c'est quand même particulier à certains égards. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, là. Moi, dans ma jeune vingtaine, j'ai passé mes fins de semaine, mes soirs à faire du porte-à-porte. Si on n'avait pas... Mes amis faisaient pas la même chose, disons-là. C'était autre chose, d'autres types d'engagement, de discipline puis de responsabilité. Mais je pense que le mot-clé là-dedans, c'est beaucoup discipline. Puis est-ce que la vision était toujours claire pour toi? T'sais, est-ce que tu te projetais déjà dans comme 10 ans ou comment c'était quoi ton schéma de pensée? Je suis pas tant une personne qui se projette si loin que ça. Okay. Je suis beaucoup dans le moment présent puis dans, est-ce que ce que je fais présentement, ça a du sens? Ouais. Est-ce que je suis à la bonne place au bon moment? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui peuvent faire les mêmes choses, mais je pense que c'est de sentir que sa présence ou sa contribution fait la différence. Puis à ce moment-là, ben, ça permet de continuer puis d'avoir le moteur nécessaire pour avancer. Absolument. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle aussi de la zone d'innovation en aérospatiale. Nous, au début de Bourrasque, on avait commencé à travailler avec la ville de Percé pour élaborer le projet de zone d'innovation qui a avorté pour XY raison. Mais je trouve ça super cool que Longueuil, d'ailleurs, que moi, je viens de Longueuil aussi. Là, j'ai grandi à Longueuil. J'ai été sauveteur dans les piscines à Longueuil. J'ai travaillé dans les patinoires arrosées à 2h du matin. Les patinoires. Fait que t'as été employé municipal. Là. Employé municipal, rien de moins. Non, mais j'ai vraiment Longueuil sur le... Genre, tatoué sur le cœur. Tatoué sur le cœur, vraiment. Puis je trouve ça le fun que, justement, je pense que tant
t'aide Longueuil à rayonner sur la scène québécoise, mais aussi plus loin que ça, puis inspirer d'autres à y arriver. Mais parlant de ça, justement, la zone d'innovation, espace aéro, pourrais-tu nous raconter comment ce projet-là a tant attendu, qui a mis beaucoup d'efforts? Tu sais, je sais c'est quoi l'effort qu'il faut mettre pour déployer, puis faire l'approbation, la désignation aussi auprès du MLIA. C'est ça, comment ce projet-là, tant attendu, a vu le jour, puis qu'est-ce que ça représente pour Longueuil, puis toute l'industrie aérospatiale québécoise? Oui, c'est une excellente question. Je suis contente d'avoir une tribune pour en parler davantage, parce que c'est un projet qui a vraiment le potentiel de propulser Longueuil, puis c'est le plus grand projet économique même de l'histoire de notre ville. Donc, comment ça a débuté? Ben, le projet des zones d'innovation comme tel, c'est un programme qui est promu par le gouvernement du Québec. C'était beaucoup dans la vision du premier ministre, M. Legault, M. Fitzgibbon, pardon, qui l'a développé par la suite. Et rapidement, le milieu d'affaires longueuillois se sont mobilisés autour de ce projet-là pour identifier quel pourrait être un projet porteur à déposer auprès du gouvernement du Québec dans le cadre de cette vision-là des zones d'innovation. Puis, si je résume pour les gens qui savent pas trop, parce que c'est un peu dur de concevoir qu'est-ce qu'une zone d'innovation, mais c'est un territoire qui est désigné à des fins d'innovation, cela va de soi, mais c'est plutôt de dire, historiquement, dans les secteurs industriels ou même non industriels des villes, on a tendance à penser le développement un peu à la pièce, de selon quelle entreprise veut acheter un terrain, par exemple, on négocie avec cette entreprise-là, puis on se retrouve avec un écosystème territorial qui peut être très hétéroclite. Là, l'objectif avec la zone d'innovation, c'est de cibler, d'avoir un développement plus stratégique, dans le sens où on ne vend pas au premier venu nécessairement, mais où on choisit de façon stratégique les gens qui vont venir, les entreprises qui vont venir s'établir sur un territoire donné pour qu'elles aient une synergie puis une valeur ajoutée entre elles. Dans le cas de la zone d'innovation à Longueuil, c'est ça, le milieu d'affaires s'est réuni autour de l'écosystème aérospatial parce que c'est déjà une force de Longueuil. On a beaucoup d'entreprises. Dans l'agglomération, en fait, c'est 40% des PME en aéro au Québec qui sont situées dans l'agglomération de Longueuil. Donc, quand je dis agglomération, j'ajoute Brossard, Saint-Bruno, Boucherville, Saint-Lambert. Je vais dire c'est beaucoup Saint-Bruno, Brossard un petit peu, puis Longueuil. Là. En fait, nos parcs industriels sont assez contigus dans ce secteur-là, le secteur de l'aéroport. Puis c'est logique aussi, puisque l'aéroport est situé là, on a Héroux-Deftech qui est à proximité. On a par contre Pratt & Whitney qui est davantage du côté de la 132, mais je veux dire, Pratt & Whitney, là, c'est un joyau, puis c'est le plus grand employeur privé de Longueuil. Pratt & Whitney. Okay. Ouais, c'est majeur, là, c'est des milliers d'emplois. Oui. Donc, en termes de secteur privé, l'aérospatial est donc notre employeur principal dans la région. Donc, on s'est dit, dynamisons, tu sais, ce qui existe déjà chez nous. C'est quoi notre force? Notre force, c'est l'aéro. Et attirons des entreprises en aéro qui auront le potentiel, donc, d'être ces fameuses valeurs ajoutées l'une pour l'autre. Et donc, on va créer davantage de richesses parce qu'en ayant un partage d'un même territoire, il y a des partages de connaissances, des partages de talents, de main-d'œuvre. Ouais. D'ailleurs, on a l'École nationale d'aérotechnique chez nous à Longueuil aussi, qui est unique en son genre en Amérique du Nord. Donc, c'est une force immense. C'est pour ça que la zone de Longueuil est vraiment axée sur les nouvelles technologies, mais également la formation de la main-d'œuvre. Puis toutes les innovations environnementales. Donc, comment est-ce qu'on est capable de diminuer les répercussions environnementales de l'industrie aérospatiale, donc comment on électrifie l'industrie aérospatiale. C'est de la recherche qui va avoir lieu à Longueuil, qui a déjà cours d'ailleurs. On a tiré aussi une entreprise comme H55, une entreprise suisse qui est comme notre plus grand ambassadeur, je pense, de la zone d'innovation, parce que H55 développe des moteurs entièrement électriques là, pour des aéronefs. Donc, c'est assez révolutionnaire. On a aussi l'entreprise Reaction Dynamics, une jeune pousse qui vient d'ailleurs de bénéficier d'un soutien direct du gouvernement du Québec, qui vont développer les premières fusées canadiennes. Donc, ça se passe chez nous au Québec et à Longueuil, donc des fusées pour envoyer des satellites dans l'espace. Sachez qu'on a nulle part au Canada où on faisait ça. Actuellement, on dépendait entièrement des États-Unis. Donc, pour tout ce qui est technologie, c'est important de pouvoir envoyer nos propres satellites là, pour avoir une certaine souveraineté technologique aussi au sein de notre pays. Donc, bref, ça, c'est quelques trucs qu'on développe pour la zone d'innovation. Mais on a finalement été désigné
avec effectivement la ville de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent plus spécifiquement, et la ville de Mirabel, parce que ces secteurs-là ont aussi un pôle aérospatial très fort, donc on travaille les trois ensemble. Donc Espace Aéro comprend nos 3 villes, nos 3 secteurs, puis chacun a une force spécifique. Comme j'ai dit, nous, c'est vraiment la décarbonisation de l'industrie et la recherche et le développement de la main-d'œuvre. OK. Parce que la désignation des zones d'innovation, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est désigné. Il y a le milieu industriel, il y a le milieu académique aussi qui favorise l'intégration avec le milieu de la municipalité. Donc, c'est une désignation qui est intéressante pour Longueuil, là, avec toute cette synergie-là. Là. Puis, c'est une autre bonne question dans le sens où, qu'est-ce que ça donne d'avoir la désignation officielle? Parce que dans les faits, c'est drôle parce que ça a pris quand même un peu de temps avant qu'on ait la désignation, puis on était comme, bon, ben tout est déjà en place. Ouais, on n'a pas tant besoin peut-être de l'approbation du ministère de l'Économie. Là, on s'est comme organisé nous-mêmes. D'ailleurs, je tiens à souligner le leadership aussi de développement économique de l'agglomération de Longueuil qui a été très, très proactif. Donc, Julie Etier et toute son équipe, non, vraiment, ils ont été exceptionnels. Puis on a participé à des missions internationales. Puis je vous dirais que Longueuil a pas mal fait sa marque dans l'écosystème. Donc, on était fiers. Mais la désignation, c'est sûr que ça permet d'avoir des moyens financiers pour mieux s'organiser, là, justement, à l'intérieur. Il y avait déjà l'organisation Aéro Montréal qui était là pour soutenir une bonne partie. Mais là, d'avoir vraiment Espace Aéro, ça va nous donner des fonds supplémentaires. Puis, en fait, le plus grand avantage de cette désignation-là, c'est vraiment la carte de visite à l'international. Tu sais, on va se parler franchement, là, marketing-wise. Ouais, c'est intéressant, puis ça fait en sorte que les entreprises, quand on va par exemple au Salon du Bourget à Paris, au Salon de Farnborough à Londres, c'est en alternance chaque année, là, c'est les grands salons internationaux de l'aérospatial, ça fait qu'il y a un intérêt accru des investisseurs. Je pense que c'était ça la volonté aussi du gouvernement Legault, d'augmenter le rayonnement international au Québec selon les champs d'expertise et les forces aussi. Voilà, puis honnêtement aussi, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un développement beaucoup plus stratégique. Clairement. Les villes, je pense, avant on n'était peut-être pas conscients, mais il y avait une logique financière aussi. Là, les villes voulaient vendre leur terrain, c'est sûr que ça donne des revenus. Là, c'est quand même un choix de dire on va peut-être attendre 1 an ou 2 de plus, ou même quelques années de plus avant de vendre un terrain, mais on va le vendre à une entreprise qui va pouvoir encore plus contribuer à l'écosystème, amener de la richesse aux autres entreprises. Exact. Puis au final, on gagne à long terme parce que en ayant des entreprises qui se renforcent les unes les autres, ben on s'assure qu'elles restent à long terme aussi dans l'écosystème. Puis alors que si on se donne un outil de plus pour que ces entreprises-là fonctionnent bien, puis restent. Parce que ça sert à rien de vendre des terrains si on a des entreprises qui, au final, ferment quelques années plus tard. Ouais. Puis c'est ça, comme tu l'as bien dit, c'est un des plus gros projets économiques de Longueuil, rien de moins. Ouais. Tu sais, concrètement, comment aussi coordonner puis la gouvernance autour de ça en ayant 3 villes aussi ou municipalités? Oui, mais il y a un comité de pilotage, il va y avoir un conseil d'administration qui est en train de s'établir, en fait, qui s'est établi là, pour Aéro Montréal. Pas Aéro Montréal, pardon, Espace Aéro. Puis il y a eu une assemblée générale il y a quelques mois déjà maintenant. Donc oui, c'était quand même beaucoup de paperasse puis d'administration au départ, là, de décider comment on allait s'organiser entre nous. Puis c'est ça aussi qui fait en sorte que, bon, par la suite, il y a eu la désignation, puis ensuite, il faut opérationnaliser tout ça. Mais oui, ça a été le théâtre de beaucoup de réflexions. Puis effectivement, c'est sûr qu'il y en a en 3 villes, tout le monde tire un petit peu de son côté. Ben, clairement. C'est ça. C'est quoi les gros jalons à prévoir, mettons, pour les prochaines années dans ce projet-là, au niveau de Longueuil? Mais là, d'abord, je dis tout le monde tire de son côté, mais pour vrai, on a vraiment une belle collaboration. Puis je pense qu'on a réussi à avoir une synergie qui va nous permettre d'être très, très efficace. Puis les prochains jalons, écoutez, je connais pas le plan stratégique comme tel d'Espace Aéro, mais c'est sûr que c'est beaucoup dans l'attractivité, puis dans la consolidation des premières années de l'organisation. Je comprends. J'aimerais ça parler aussi de l'innovation. Je pense que c'est quelque chose que tu incarnes super bien dans autant tes communications, mais j'imagine aussi à l'interne, dans la ville. Pour toi, innover dans une mairie, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire de ne pas avoir peur de faire les choses différemment, de questionner les processus en place, puis de rechercher l'efficacité. Puis mettons dans des pratiques, parce que j'ai entendu aussi que il y avait une culture avant que tu arrives. Il y avait un mode de fonctionnement aussi, des défis autant à l'interne dans la ville, mais qu'auprès des autres agglos aussi. Ouais. Tu sais, comment
changer de culture? Tu sais, c'est pas facile non plus, mais comment... Non, c'est pas facile, puis ça se fait à long améliorer terme la aussi, culture, là, ou- je pense que c'est par l'exemple. Ouais. Aussi, tu sais, pour dire les choses franchement, c'est qu'il y avait une culture beaucoup, encore là, de confrontation, de tout le monde tire de son côté, beaucoup de chicanes aussi, là. Le conseil de ville a été un mauvais théâtre pendant de trop nombreuses années. Donc, c'est arrivé avec une approche différente. Déjà, rapidement, tu sais, on a eu des résultats, puis après, ben ça fait ses petits, là. Les gens, tu sais, finissent par s'en inspirer, comprennent un peu la philosophie derrière, on défait nos vieux réflexes, tu sais, même parmi les équipes, les fonctionnaires, tu sais, il y avait toujours un espèce de réflexe d'être un peu contre les autres villes de l'agglomération, mais en même temps, je comprends les employés parce qu'ils ont tellement vécu des choses difficiles dans les dernières années qu'ils ont comme ce réflexe d'autoprotection. Mais là, moi, j'essaie de... OK, on déconstruit les barrières, là, on est ailleurs, on change de chapitre. Comment est-ce qu'on peut tendre la main aux autres villes, mieux travailler ensemble? Donc, c'est petit pas par petit pas, mais oui, je te dirais 4 ans plus tard, je trouve qu'on a fait quand même une progression qui est assez remarquable. Ça a été quoi les meilleures actions que tu as mises en place, justement, tu sais, pour un leader dans une organisation, peu importe que ce soit dans le public ou dans le privé, tu sais, ce serait quoi les meilleurs réflexes que tu as eus ou des actions précises que tu as mis en place pour améliorer les niveaux d'innovation puis de pouvoir mettre en place des projets ou des nouvelles approches aussi de gestion? Mais je te dirais la persévérance. C'est toujours bien utile. Ben oui, parce que sinon, tu sais, c'est sûr qu'on a souvent de la résistance. Puis, tu sais, c'est super humain, là. Moi, je blâme personne, là, ici, mais, tu sais, de maintenir son point, en même temps, d'être ouverte aux commentaires, puis, tu sais, de l'adapter dans le contexte de la ville, en l'occurrence, dans mon cas, mais de maintenir, tu sais, de garder le cap sur les objectifs. Puis, tu sais, de faire participer tout le monde aussi. Tu sais, j'ai eu la chance d'être sélectionnée dans le cadre du programme Bloomberg Harvard City Leadership Initiative l'année passée. Et justement, moi, j'ai pris le profil innovation de ce programme-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'employés de la ville qui ont pu bénéficier d'un soutien aussi parce que, bon, le projet que j'avais sélectionné, c'était pour améliorer les délais d'octroi de permis, donc en matière d'urbanisme. Il y a plein de directions qui ont été impliquées dans le projet. Donc, je pense que ça les a motivés aussi. Puis ils ont bien compris la vision qu'on avait. Puis tout le monde est très engagé à se dire que maintenant que le programme est terminé, comment est-ce qu'on est capable de d'en faire bénéficier l'ensemble de l'organisation, puis en développant les réflexes d'innovation qui ont été appris dans le cadre du programme. Donc, oui, encore la méthode des petits pas, puis d'impliquer d'autres membres de l'organisation, puis faire en sorte que ça finisse par percoler. Ouais. Ça doit pas être évident tout le temps non plus. Peut-être au début aussi, est-ce que tu as fait face à plus de résistance vu que c'était comme une autre approche de gestion ou une autre méthodologie, genre? Ouais, oui puis non. Je pense que tout le monde était conscient, mettons, pour ce projet-là spécifiquement, que c'était une occasion exceptionnelle pour la ville. Donc, les gens ont quand même assez rapidement embarqué. Tu sais, c'est prestigieux, là. Je pense que les gens étaient fiers quand même de participer à une initiative comme ça. Donc, non, ça a pas été trop difficile. Maintenant, on est dans les détails, là. Ça va être plus de... Ouais, ça, c'est clair. Maintenant que le programme prestigieux, justement, est fini, est-ce qu'ils vont développer? Est-ce qu'on va maintenir les réflexes acquis? Est-ce qu'on va déployer des efforts pour les faire percoler au sein de l'organisation? C'est une autre question. Là, ça va être ma job dans les prochains mois. Mais j'aime aussi beaucoup le niveau d'innovation qu'on voit plus, nous, en tant que... Moi qui te suis sur les réseaux. C'est pas habituel, tu sais, surtout pour un milieu politique, dans le sens, c'est rare qu'on voit des élus ou des représentants des maires, mairesses de ville prendre la position comme ça. Comment en fait, pourquoi tu décides de te montrer comme ça, puis quel avantage tu vois, puis peut-être quel défi aussi tu y vois à travers tout ça? Ouais. Ben c'est sûr que, tu sais, moi, je suis mairesse de Longueuil, c'est ma fonction, c'est mon travail. Mais tu sais, je suis autre chose aussi que ça dans la vie. Là. Je suis une jeune femme, amie, amoureuse, tante, sœur, fille, etc. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important de faire comprendre ça aux gens dans le sens où, tu sais, on le dit souvent en politique, depuis quelques années, c'est très difficile. Tu sais, on reçoit des commentaires qui peuvent être très acerbes. Puis, je veux dire, moi-même, j'en ai eu mon lot, puis je pense qu'on doit le dénoncer, tout ça, mais je pense qu'on a avantage à humaniser la fonction politique. Ouais. Puis,
j'ai l'impression que ça aide le climat social en général. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui comprennent mieux ma réalité parce que je parle, tu sais, je fais pas juste semblant que je suis un robot, genre, mais reste, que j'ai pas d'émotion, puis que je peux pas aussi, que je parle pas d'autres choses. Puis pour les sujets, tu sais, les prises de position sociales, mais c'est plus que, tu sais, j'ai une tribune, donc, tu sais, ça vient aussi... j'essaie de l'utiliser à bon escient pour des choses qui peuvent même dépasser mes fonctions de mairesse. C'est sûr que, je peux pas le faire sur tout non plus, je peux pas me positionner sur tous les sujets sociaux qui existent. Puis surtout, je voudrais pas faire ça parce que je pense que pour se positionner, il faut faire une tête, très solide. Puis, moi, j'aime pas parler à travers mon chapeau, là. Donc, si je prends la parole sur un enjeu, c'est parce que je le connais, puis, j'ai vraiment fait mes recherches, puis que je suis capable de savoir que ma position, elle est solide là-dedans. Je vais vraiment à l'instinct. Puis faire comprendre aussi, parce que je trouve que tu passes beaucoup de temps à expliquer les raisons d'une décision. Puis ça, je trouve ça intéressant, ce que tu as réussi à transmettre comme information. Il y a des décisions que vous devez prendre, puis il y a une raison pour laquelle il faut le prendre, puis il faut vulgariser, expliquer. Exact. C'est un rôle que j'essaie d'intégrer vraiment à même ma fonction de mairesse. C'est-à-dire, c'est une chose de prendre des décisions, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent mieux comprendre les décisions que l'on prend? C'est vraiment important pour moi aussi. Clairement, puis ça a un impact, là, on le voit aussi. Puis je pense que le rayonnement que tu as sur la scène médiatique aussi en est la preuve, là, dans le sens où tu deviens une référence aussi pour... Puis ça l'inspire aussi d'autres personnes à faire de même. Je pense qu'il y a de plus en plus de maires et mairesses aussi qui font, qui essayent de faire ça aussi sur les médias sociaux, puis tant mieux, là. Je veux dire, moi, je crois qu'on doit... Un de nos rôles, c'est de mieux outiller la population, qu'on représente aussi à prendre, des décisions éclairées comme citoyen, comme citoyenne, mais aussi à mieux comprendre la réalité, des organisations publiques. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et aussi, en écoutant un de tes podcasts récemment, ça m'avait vraiment marqué dans le sens que t'expliquais que... Attends, j'ai perdu mon idée. Pas de problème. Non, c'était quoi, exact? Qu'est-ce que j'expliquais? Non, c'est... Non, en fait, c'est plus... Oui, c'est ça, c'est... Oui, par rapport à l'audace. Je pense que, je pense que c'est super important de dire que c'est possible d'être audacieux aussi. Puis je pense que ce qui m'avait marqué dans l'extrait, c'est que tu étais très ouverte puis très... t'encourageais les gens à être audacieux, autant au plan individuel, mais qu'au plan collectif aussi. Mm-hmm. Je me rappelle, c'était un podcast, c'est sur la rue des Aulniers, là, c'était super intéressant. Oui. J'aimerais ça que tu élabores un petit peu plus là-dessus, parce que je trouve que c'était une figure très inspirante aussi, puis autant aussi pour les femmes, les jeunes femmes qui veulent se lancer. Tu t'es lancé rapidement, très jeune dans ta carrière, un peu dans le vide, là, dans le sens de tracer ta propre voie. Quel message tu aurais aux jeunes qui nous écoutent, puis qui veulent justement innover, qui veulent prendre leur place, puis qui veulent accomplir des grandes choses? Oui. Mais, oui, je me rappelle le podcast auquel tu fais référence, c'était avec Urbania. Exact, oui. Exact, c'était dans le cadre justement de mon balado que j'allais lancer, le Poney pour un petit pain. Là, c'est des entrevues que j'ai faites avec des femmes qui, pour moi, représentent l'ambition, justement, collective et individuelle. Puis pour l'audace, je dirais, tu sais, c'est encore, ça revient à foncer, tu sais, c'est dire, qu'est-ce que tu as vraiment à perdre? Tu sais, pour moi, il n'y a jamais rien qui est échoué dans la vie. Au pire, c'est un apprentissage. C'est une corde de plus à son arc. Fait que c'est un peu la réflexion que j'invite les gens à avoir. Puis pour ce qui est de l'ambition comme telle, c'est plus de dire, tu sais, ça devrait pas être perçu péjorativement ou négativement parce qu'au contraire, tu sais, de façon très littérale, l'ambition, c'est l'ardent désir de se dépasser, tu sais, de faire mieux, d'aller au-delà même des capacités qu'on pense qu'on a pour se dépasser, repousser nos limites. Donc, c'est quelque chose de tellement positif, puis à mon sens, c'est un moteur qui doit être valorisé. Absolument. D'être curieux aussi, de vouloir apprendre aussi. La curiosité, c'est la clé. Moi, les jeunes qui me questionnent, tu sais, je fais souvent des conférences dans les écoles, puis je leur dis, mon meilleur conseil, ben oui, c'est de se faire confiance, puis tout ça, mais au-delà même de ça, c'est d'entretenir sa curiosité, la soif d'apprendre, de se nourrir aussi de l'extérieur. Je pense que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on s'ouvre à découvrir des choses qui, a priori, on penserait pas qui nous plairaient ou dans lesquelles on serait bon ou on se retrouverait. Puis moi, je me dis, tiens, moi, la politique, c'était pas... je pensais jamais en faire dans ma vie quand j'étais plus jeune, mais
justement, j'ai gardé mes horizons ouverts. Je pense quelqu'un de très curieuse. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait en sorte que j'ai finalement décidé d'explorer des horizons qui étaient pas nécessairement les miens ou qui étaient pas nécessairement évidents ou naturels. Oui, effectivement. Puis quel style de leadership tu penses que tu as ou puis quel style de leadership tu aimerais peut-être te rendre, tu sais? Oui. Je pense que j'ai un leadership assez bienveillant, conciliant, tu sais. Je pense que je prends le temps beaucoup d'écouter, de rallier, de trouver des consensus, de rassembler. Mais en même temps, je suis très ferme comme dans mes convictions, puis tu sais, je sais où je vais. Je pense que ça facilite les choses pour les gens qui m'entourent aussi. Tu sais, je crois que j'ai une vision assez claire. J'écoute tout le monde, mais en même temps, une fois que la décision est prise, elle est prise, puis on va de l'avant. Ce que j'aimerais développer en matière de leadership dans les prochaines années, je me suis améliorée, mais je pense que c'est encore quelque chose à travailler. Tu sais, je suis pas très à l'aise, moi, dans le conflit. Fait que des fois, c'est sûr que j'ai tendance à peut-être éviter des conversations difficiles, ou pas à les éviter, mais peut-être à les édulcorer un peu. Fait que, tu sais, je pense que c'est possible d'être ferme et doux à la fois, mais c'est encore quelque chose que je dois développer, là. J'avoue, des fois, j'ai peut-être la tendance un petit peu plus facile de comme à faire du déni, là, parfois, de certaines situations, mais c'est parce que moi, je les vois pas tant, tu sais, je suis tellement pas une personne conflictuelle personnellement, mais quand t'as une grande équipe, ben nécessairement, tu sais, il y a des conflits qui peuvent se passer dans l'équipe comme telle. Fait que, c'est plus de comment traiter ça, puis comment pas laisser les situations dégénérer. Ça, je sais qu'il faut que je m'améliore. Ah, je comprends. Puis, comment le leadership, tu peux le transmettre aussi, parce que j'ai l'impression que tu as vraiment un bon leadership ou de la perception externe qu'on peut avoir. Comment développer le leadership de ces équipes aussi? Tu sais, parce que veux pas, tu as une ville à 250 000 habitants. Comment rassembler les gens? Je sais que tu es beaucoup dans un mode de concertation aussi. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est un leadership aussi à transmettre par l'exemple. Moi, c'est ce que je me dis. Puis tu sais, d'être présente, d'être disponible quand les membres de l'équipe le requièrent. Là, moi, tout le monde sait que ma porte est toujours ouverte s'il y a quoi que ce soit. Tu sais, ma vie va à 100 000 à l'heure. J'ai pas beaucoup de temps, mais c'est sûr que si quelqu'un me le demande, je vais trouver du temps. Puis ça, c'est important pour moi. Ouais, je comprends. Puis ça serait quoi le futur de Catherine Fournier? Tu sais, d'ici 2-3 ans? Je sais pas, comme je te disais, moi, tu sais, je suis beaucoup dans le moment présent, dans le... Tu sais, il y a plein de choses qui m'intéressent. Dans 2-3 ans, j'espère que je vais être encore mairesse de Longueuil, là, en fait. Là. Après, je sais pas. J'ai toujours... Tu sais, ça paraît très banal, mais j'ai toujours suivi mon instinct, tu sais, ce que ça me tentait de faire, ce que je pensais que je pouvais faire, puis ce que ça serait pertinent que je fasse aussi. Tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, être au bon endroit au bon moment. Tu sais, en ce moment, je me sens tellement sur mon X, tu sais, puis j'espère que je vais toujours garder cette sensation-là, là, parce que c'est très... C'est génial, là, tu sais, de sentir que t'es justement à la bonne place puis que tu t'accomplis dans ce que tu fais. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression... tu sais, je travaille des heures de fou, mais en même temps, j'ai pas l'impression de temps de travailler parce que j'adore ce que je fais. Fait que, tu sais, je me souhaite juste ça pour le futur. Puis tu sais, c'est sûr que je vais toujours avoir une mission sociale. Moi, ce qui me porte beaucoup dans la vie, ce qui me drive, c'est de faire la différence autour de moi. Fait que c'est sûr que ça va rester puis ça va toujours être la filigrane de mon parcours dans le futur. Ouais, c'est vraiment génial. Puis ça serait quoi, selon toi, les meilleurs conseils que tu pourrais donner à un jeune qui veut accomplir de grandes choses? Tantôt, je l'ai dit, mais tu sais, de se faire confiance, mais aussi de mettre de son bord les facteurs de succès nécessaires. Tu sais, le succès, je veux dire, ça tombe pas du ciel, là. Ça prend énormément d'efforts. Faut être prêt à faire les investissements requis, il faut faire des sacrifices. Tu sais, rien de sorcier, là. C'est vraiment le travail. Puis c'est ça qui ouvre finalement les portes, là. Moi, justement, il y a personne qui m'a fait de cadeaux, là, dans mon parcours, là. J'étais allée les chercher, là. J'ai travaillé fort, puis j'en ai mis du temps. Puis tu sais, je veux dire, je me suis développée, mais c'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a une question, tu sais, de saisir les occasions aussi, là. Il y a des contextes qui peuvent être favorables et tout ça. Puis moi, en fait, un des conseils aussi que j'aurais, c'est de les saisir, ces occasions-là. Des fois, on a peur, on est comme « j'ai un petit doute ». Puis c'est correct, là, tu sais, de se poser des questions puis tout ça, mais go, tu sais. C'est dans l'action. Une porte qui s'ouvre, là, prends-la, là, tu sais, sens-toi pas mal de ça. Puis, tu sais, souvent, on a comme une connotation négative au mot « opportuniste ». Mais vous savez qu'il y a
au sens littéral, tu regardes dans le dictionnaire, là, ou un dictionnaire en ligne, le mot opportuniste, c'est de saisir les occasions qui se présentent. Fait qu'il n'y a rien de négatif là-dedans, au contraire, là, si tu ne prends pas tes occasions, tu n'avanceras pas. Ouais. Fait que profite-en. Puis trouves-tu qu'on n'est pas assez opportuniste ou pas assez visionnaire au Québec ou pas assez audacieux? Ben, des fois, je sais pas, là, on se pose beaucoup de questions, puis peut-être un peu trop longtemps. C'est pas tant de se poser des questions de problème, là, c'est genre, OK, ben, tu sais, il faut se décider, là. Ah ouais, on dans y va ou on y va puis, pas. Ouais, exact. Être dans l'action. Puis après, si on n'y va pas, c'est bien correct aussi, mais il faut se brancher. Ouais. Ah ouais, non, clairement. C'est quoi que t'es plus fier dans toutes tes années d'implication en politique? Puis, tu sais, je veux dire, t'es encore jeune, puis t'as accompli tant de choses aussi. Fait que c'est quoi qui Ouais, qui mais te c'est rend ça, le plus... quand je regarde à posteriori, tu sais, je pense que c'est de continuer d'avoir gardé le cap, d'avoir foncé, tu sais, Ouais, malgré je suis comme, t'as pas tu sais, été- quand même, c'était beaucoup quand tu regardes ça avec, tu sais, donc peut-être dans le quotidien, je le réalisais moins, mais avec du recul, je suis comme, OK, non, c'était pas facile, puis je l'ai fait quand même, puis cette force-là que je découvre un peu plus avec du recul, ben ouais, c'est ça qui me rend le plus fière. C'est génial. Puis comme mairesse, comment tu vois la contribution d'une municipalité pour soutenir les entrepreneurs puis favoriser le développement économique? Ben, je pense que une ville doit être à l'écoute de ces organisations de développement économique, tu sais, d'avoir des liens qui sont à fort. Moi, je crois beaucoup à la notion de partenariat, puis d'être proactif quand il y a des besoins qui sont exprimés. Ouais. Trouver des solutions, des fois, c'est pas évident. Là, on a des situations financières pas faciles, mais tu sais, ça passe pas juste par l'argent. Des fois, là, tu sais, il y a toutes sortes de façons dont on peut faire un soutien, comme dans le cas de la zone d'innovation, c'est un bon exemple. Tu sais, moi, on s'est impliqué beaucoup au plan relations politiques, la chose, tu sais, c'est pas... puis c'est de la conviction, puis c'est de l'implication, c'est pas juste un chèque, là. Non, clairement. Clairement, puis tu sais, les entrepreneurs vivent plein de difficultés aussi, notamment avec les tarifs récemment. Mais justement, moi, j'ai été proactive avec notre organisme de développement économique, DEL. On a demandé, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour soutenir les entrepreneurs? Avez-vous de l'info que nous, on pourrait partager? La ville agit un peu comme un médiateur dans tout ça, là, donc ouais, ce genre de partenariat-là, pour moi, c'est vraiment la clé. Puis aussi, quelque chose que je me demandais, c'est comment arriver à garder le sang-froid dans un environnement qui est tout le temps changeant, puis qu'à chaque jour, t'as des nouvelles, t'as des affaires, t'as la rue Jacques-Cartier, que l'eau gicle de partout, après ça, t'as l'autre affaire. Comment garder comme les deux? Parce que je trouve que t'as tout le temps l'air comme, la vie est belle, puis... il faut... Je suis peut-être chanceuse là-dessus, là, je suis bien faite, je suis quand même assez zen comme personne, je suis pas trop anxieuse, c'est sûr que, tu sais, ça aide, là, je vais pas mentir, mais sinon, ça se développe, tu sais, au début, quand tu commences, mon Dieu, tout est une montagne, j'imagine c'est la même chose en entrepreneuriat, là, puis t'es comme, après, t'apprends à relativiser. 100%. Faire la part des choses. Ouais, faire la part des choses, Puis c'est sûr qu'autant en entrepreneuriat qu'en politique, faut quand même aimer... Faut pas trop aimer la routine, là. Ou en tout cas, faut être à l'aise quand on en sort, parce que ça peut arriver souvent. Ah, clairement. Puis d'être dans l'œil... Tu sais, je pense qu'une des différences, c'est que, mettons, un entrepreneur peut réussir en étant quand même caché dans l'ombre de son côté. Toi, je veux dire, t'es sur le spotlight tout le temps. Comment tu vis ça aussi? Puis comme, est-ce que tu aurais des clés ou des astuces que tu as développées à travers les années pour comme, traverser ça puis d'être solide comme du roc? Mais je pense que, tu sais, ça s'est acquis aussi avec les années. Tu sais, au jour 1, oui, j'étais quand même dans un métier public, mais tu sais, j'avais moins de visibilité nécessairement. Fait tu sais, ça s'est comme bâti avec le temps, puis je pense que je me suis habituée de façon plus progressive. Puis sinon, je pense que la meilleure chose, le meilleur conseil à retenir, c'est juste de rester sincère, de rester fidèle à ce en quoi on croit, authentique, tu sais, je veux dire, ça transparaît, là. Oui. Fait qu'au-delà de tout ça, tu sais, moi, je sais que, tu sais, je veux dire, je peux faire des erreurs, là, mais tu sais, si j'en fais, je vais l'expliquer, puis je pense que les gens vont être plus prompts à comprendre parce qu'ils savent qui je suis, puis ils savent, tu sais, que c'est ça vient de bonne foi, puis que je suis honnête aussi, là, donc ça, c'est... Je pense que ça trompe jamais. Absolument. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Pour vrai, j'ai adoré notre épisode, puis je trouve que c'est inspirant de voir une femme aussi déterminée, aussi fidèle à ses valeurs aussi, puis de ses convictions, puis qui avance avec beaucoup d'inspiration pour les gens qui sont derrière, qui veulent accomplir quoi que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé. Je sais pas si tu avais un petit dernier mot de la fin, soit aux entrepreneurs ou aux jeunes, aux gens qui veulent... Écoutez, ayez confiance en vous. T'sais, si vous le sentez là, à l'intérieur que ça peut fonctionner, que vous êtes prêt à mettre les efforts nécessaires, allez-y. Ouais. Allez-y. C'est trop... Je pense qu'il faut absolument écouter cet instinct-là. Ça trompe jamais. C'est très bien dit.
Un grand merci, Catherine, pour d'avoir été avec nous pour Merci ce Bourrasque encore Podcast. pour l'invitation. Super intéressant comme discussion. Merci. Merci. Au revoir.